D'abord, j'aimerais vous remercier d'être là. Et je remercie naturellement Javier Arnaldo de m'avoir invité. Comme ça, j'ai eu l'occasion aussi de voir cette formidable exposition sur un sujet qui est passionnant et qui me passionne beaucoup moi-même. Et donc, voilà, je vais essayer, pour ceux qui ne passent pas à travers la traduction, de parler un peu lentement. Des Espagnols m'ont dit que mon français, comme il est trafiqué à travers un accent grec, est assez compréhensible pour les oreilles espagnoles. Donc, voilà, j'espère que ça va être simple pour ceux qui n'ont pas besoin de traduction. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de l'apocalypse dans la peinture des avant-gardes avant la guerre comme une métaphore plurielle, une métaphore donc ontologique, esthétique, politique et religieuse. Alors, la modernité, qui fut éprouvée par de nombreux artistes comme l'ère des passions privées, dépourvue comme telle des expériences collectives nécessaires à la création du grand art, a pu trouver souvent dans la guerre, tout comme dans la Révolution, l'occasion d'une rupture salutaire. La majorité des artistes des avant-gardes européennes a succombé à l'euphorie qui a suivi la déclaration de la guerre en août 1914, dans l'espoir de vivre ces expériences marquantes que la morne accumulation de jours pendant la paix leur avait refusées. S'ils avaient défendu jusqu'à là leur liberté, transgressant sans répit les limites imposées par la tradition et le sens commun, ils étaient prêts à reconnaître maintenant dans la guerre cette fête de socialisation prônée jadis par Hegel, de sorte que ce que les artistes identifiaient dans la guerre, c'était l'occasion de protéger leur moi de ses propres excès. Ainsi, l'autonomie, cette aporie inhérente à l'art moderne, pouvait-elle être suspendue pendant la guerre où l'artiste espérait se fondre dans l'anonymat du peuple. La guerre de 1914 a accompli bien sûr cet anonymat, mais d'une manière complètement différente de celle espérée par les artistes. Pas seulement interdépendantes, les usines et les armées devenaient presque interchangeables dans leur monde de production et dans leur manière d'utiliser la force de travail des ouvriers et des soldats. Pour les personnes qui participaient aux batailles, toute possibilité de percevoir leur planification disparaissait, de même qu'il devenait impossible pour l'ouvrier d'avoir une vision totale du processus de production dans l'usine. Ainsi, la première déception que la guerre a-t-elle provoquée chez Max Beckmann était l'oppression de son individualité, qui avait été pourtant auparavant son capital le plus précieux en tant qu'artiste. Plus tard, et de manière similaire à Georg Grosz, Ludwig Meitner ou Ludwig Kirchner, la raison principale pour laquelle Beckmann rejetterait la guerre industrielle fut sa capacité de multiplier l'horreur. Cependant, l'attitude de certains artistes face à la guerre ne peut pas rentrer dans le cadre de cet humanisme désillusionné. Ces artistes-là s'étaient plus intéressés, de manière directe ou indirecte, à l'esprit et à la méthode de la guerre plutôt que ses effets immédiats. Malgré leurs différences, le cubiste Fernand Léger, l'expressionniste Franz Marc ou les futuristes italiens en font partie. Aucune trace de l'horreur ne peut être trouvée dans leurs textes ni dans leurs dessins du front. Au lieu de retenir les effets inhumains de la guerre, leur attention a été retenue par le caractère déshumanisé de ces dernières, par sa capacité de faire abstraction de l'humain. Et s'ils ont tous reconnu de cette abstraction méthodologique la confirmation de leur propre bataille esthétique d'avant-guerre, il convient cependant d'introduire ici une distinction importante. La distinction entre ceux qui, comme Léger, ont réfléchi à la guerre de manière rationnelle, en analysant les principes et en tirant les conclusions appropriées pour l'avenir de leur art, et ceux qui, comme Marc ou les futuristes, ont vécu l'abstraction de la guerre dans une totale empathie. Cette empathie, comprise ici comme l'identification du sujet au sens qu'il a lui-même attribué à son objet, en l'occurrence donc à la guerre,
a produit la transfiguration et même la sacralisation de ces dernières. De la guerre donc en elle-même, comme l'apogée d'une expérience transcendantale, ou en tant que moyen d'accélération de la révélation future du sacré. Bien sûr, ces aspects ne s'excluaient pas mutuellement. Il y a conçu sa peinture de paysage comme l'anticipation d'une religion nouvelle, plus épurée que le protestantisme, qui avait été lui-même plus épuré que le catholicisme. L'artiste romantique Philipp Otto Runge avait spéculé sur la manière dont une guerre pourrait accélérer, par ses effets purificatoires, l'avènement de cette religion. Plus tard, cependant, il écrirait dans une lettre qu'il avait en son sens une inadéquation persistante entre la guerre moderne et la religion. Je cite donc Runge, qui écrivait cela vers 1810 à peu près. J'imaginais autrefois une guerre susceptible de bouleverser le monde entier, ou la manière dont une telle guerre devrait naître. Et je ne voyais pas d'autre moyen, puisque la guerre est devenue à présent une science de par le monde, et qu'il n'y en a plus aucune qui soit juste, je ne voyais pas d'autre moyen, dis-je, que l'avènement du jugement dernier, lorsque la terre s'ouvrira pour tous nous engloutir. Fin de citation. Résumons donc. Pour Runge, la rationalisation croissante de la guerre était réfractaire à tout effet mystique. L'histoire sécularisée ne pouvait pas assumer la fonction eschatologique que l'artiste romantique préférait attribuer encore à un jugement dernier transcendantal, frappant les hommes par le haut. Un siècle plus tard, cependant, il devenait clair pour le sociologue Max Weber que la guerre était précisément la seule situation où l'éthique religieuse pouvait être concurrencée par l'État bureaucratique qui acquitte à ses tâches de manière impersonnelle et ne connaît ni haine ni amour pour les individus particuliers. En donnant un sens à ce qui est strictement arbitraire, la mort elle-même, la guerre pouvait susciter au sein des nations le même esprit de sacrifice que suscitait vocation religieuse et expérience de communion avec Dieu. Cet argument devrait se confirmer entièrement quelques années plus tard, durant la Grande Guerre, dont Roger Caillois a analysé le caractère mystique dans son essai Surtout Bellone ou La pente de la guerre. Nous étions désormais à l'extrême opposé de Runge. Caillois s'attacherait à expliquer l'infaillible symétrie entre l'émancipation de la guerre moderne vis-à-vis du facteur humain, résultat de sa rationalisation, et sa sacralisation croissante. Je cite Caillois, « Rien ne peut être ressenti comme sacré qui n'apparaisse pas à l'homme radicalement étranger à sa nature. » L'inhumanité essentielle du sacré était certainement valable pour les avant-gardes, dont les abstractions visuelles d'avant-guerre avaient été justifiées comme le seul moyen expressif apte à révéler le divin. Les avant-gardes étaient idéologiquement préparés à sacraliser et à esthétiser la guerre. Pour déterministe que cette affirmation puisse paraître, il est indéniable que l'expérience de la guerre par les artistes était caractérisée par une adéquation parfaite entre l'esthétique et le sacré. Cette adéquation était due à la structure apocalyptique commune, au point qu'il est impossible d'accéder à la logique de la guerre mystique de ces artistes sans l'examen préalable de la figure de l'Apocalypse. Ce que nous devons déconstruire dans la notion de l'Apocalypse est une métaphore polyvalente, une construction complexe, emboîtant l'esthétique, le religieux et le politique, et ce, bien avant l'éclatement de la guerre. Un siècle après Runge, les avant-gardes étaient prêtes à investir pleinement l'idée d'une guerre apocalyptique, une conjonction conceptuelle que l'artiste romantique avait trouvée pour le moins incongrue. Je commence donc cette étude des avant-gardes en commençant déjà avant la guerre, puisque les avant-gardes étaient déjà en guerre avant l'éclatement de la guerre.